Merci beaucoup de suivre ce nouveau numéro de Débriefing. Débriefing, c'est le débat de B1 Télévision, de son de cloche, du point de vue sur l'actualité, sur un événement. Ce mercredi soir, c'est la Constitution qui est au cœur de toutes les attentions. Les choses sont allées très vite depuis la rentrée parlementaire. Léon Kengo-Adondo, le président du Sénat, a mis en garde contre une modification de la Constitution qui pourrait, selon lui, menacer la paix et la cohésion nationale. Pour sa part, Aubin Minakou, dans son allocution d'ouverture, a précisé qu'il s'agira pour les députés de toucher seulement à l'article 197, du moins pour l'instant. Cet article 197 qui est donc lié à l'organisation des élections des députés provinciaux. Du coup, les opposants ont quitté la salle. Pour eux, ils ne participeront pas au débat. Pardon. Lié à la révision de la Constitution. Ils ont également, tout au moins, deux groupes parlementaires, non pas des moindres, le groupe parlementaire UDPS et Alliés et le groupe parlementaire UNC et Alliés ont décidé de suspendre la participation de leurs délégués à la commission électorale. Et quand on va vers les évêques catholiques, ils ont également pris de grandes décisions, notamment une grande campagne du non à la révision constitutionnelle dans toutes les paroisses. Et quand on sait que l'Église catholique est présente dans tous les coins et les recoins du pays, il faut peut-être pas minimiser la portée de cette action. Et voilà pour l'actualité. Pour en parler, André-Alain Atundu Liongo, il est le président de la Convention pour la démocratie et la République. C'est un parti de la majorité présidentielle. Corneille Moulumba, il est à l'opposition républicaine de Léon Kengo-Adondo. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Alors, André-Alain Atundu Liongo, je commence par vous. Les évêques catholiques qui suspendent leur participation au comité d'intégrité et de médiation électorale. Les opposants qui boudent également la même commission électorale. Il y a de l'eau dans le gaz. Ça dépend dans le camp de qui. Je trouve que la décision des évêques est malheureuse parce qu'elle est contre leur mission apostolique. Le Christ, qui est la source de leur mission apostolique, a dit aux apôtres, allez chez les païens. Il n'a pas dit, cherchez les saints. Si on estime... Et s'ils considèrent que ceux qui veulent toucher à la... Mais c'est ça, justement, c'est ça. S'ils considèrent qu'on veut toucher au Parlement... Ils tiennent à les convertir. À la Constitution, n'est-ce pas? S'ils estiment que le nœud du problème, c'est la CEI, mais c'est là où ils doivent être. C'est là. C'est un cas d'abandon de poste, si je puis ainsi m'exprimer. Ils doivent être au centre du péché. On ne les écoute pas, voilà pourquoi ils ont décidé... Mais il faut prêcher à temps et à contre-temps, c'est l'Évangile qui le dit. Seraient-ils donc fatigués de leur mission apostolique? Corneille Moulumba. Madame, je dois préciser que l'opposition républicaine n'est pas un parti politique. Moi, je suis de l'UDPS sans mon parti politique. L'opposition républicaine, c'est une plateforme avec beaucoup de partis politiques. Je n'ai pas dit que c'était un parti politique. Mais vous avez dit, oui, vous êtes invité à dire l'opposition républicaine, mais je suis de l'UDPS. Je suis de l'UDPS, madame. Vous insistez là-dessus. Tout le monde le sait. Ah, merci beaucoup. Merci. Je voudrais dire ceci. La mauvaise gouvernance a des conséquences sur la vie des gens. Elle entraîne la pauvreté, elle entraîne la misère, elle entraîne la dépravation de mœurs, elle entraîne toutes sortes d'antivaleurs. Si la gouvernance risque d'entraîner cela, il est tout à fait normal que ceux qui se préoccupent des âmes, du bien-être, ceux qui veulent mettre fin à la prostitution des jeunes, ceux qui veulent mettre fin à la misère, au vol, aux antivaleurs, se préoccupent en amont pour signaler, faire observer, faire remarquer quelque chose. Le fait qu'ils fassent remarquer cela à l'opinion, à la population, il n'y a aucun mal. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que nos amis s'énervent. Il n'y a aucun mal à cela. Informer, mettre les populations, mettre chacun devant ses responsabilités en disant les actes que vous posez, en voici les conséquences possibles. Il n'y a aucun mal.
André Alain Atondiliongo, c'est à quoi vous répondez qu'il vous prête des intentions, parce qu'il ne s'agit pas pour vous de modifier l'article 220. Non, le problème fondamental n'est pas l'article 220. C'est lequel? Dans le débat constitutionnel, le problème fondamental est le respect des articles 22 et 23 qui concernent la liberté de conscience, de pensée, de religion et d'expression, et l'article 5 qui fait du peuple la source du tout pouvoir, soit par ses élus, soit par ses représentants, soit par lui-même directement par le référendum. Alors, il y a des gens qui ne comprennent pas cela comme constitutif de l'État républicain et démocratique dans lequel nous vivons. C'est vrai que vous avez rétorqué qu'il s'agira tout simplement d'examiner l'article 197 et les opposants qui ont boudé et qui ont décidé de bouder les plénières où seront donc débattues toutes les matières liées à la révision de la Constitution, y voient une manœuvre pour aller direct vers l'article 220. Et je dis qu'ils pour eux, il y a des liens entre l'article 197 et l'article 220. Ils ont commis une maladresse heureuse qui permet à l'opinion de savoir en fait qu'ils veulent autre chose que ce qu'ils voient. Une session parlementaire, ce n'est pas une messe secrète. Les sujets sont inscrits à l'ordre du jour auparavant. Et le président de l'Assemblée a dit, jusqu'à présent, il n'y a rien, aucune initiative n'a été prise concernant l'article 220. Pour l'instant. Seul, que ce soit pour l'instant, de toute façon, on agit toujours pour la session. Donc, seuls ne sont concernés que les dispositions concernant l'élection des députés provinciaux, des gouverneurs, des sénateurs, etc. Et c'est le droit du gouvernement, parce que je vous rappelle l'article 218, le gouvernement est initiateur, le deuxième d'ailleurs après le chef de l'État. Alors, vous êtes de ceux qui voient dans l'examen de l'article 197 une ruse pour aller au 220? D'abord, là, je suis d'accord avec mon frère Alain, parce que sur le fait que je ne conçois pas que les députés se retirent. Pourquoi? Parce que les débats télévisés, les débats parlementaires sont télévisés. Ça passe sur l'ensemble du territoire national, ça passe à l'étranger. Je pense qu'il faut monter à la tribune. Si vous avez des arguments, les avancer, défendre coûte que coûte vos arguments pour qu'on vous entende, pour que vous puissiez opposer aux autres quelque chose de solide. Quand vous vous retirez, vous laissez le champ libre, donc il n'y a qu'une seule version qui passe. Et ça, c'est regrettable. Donc moi, je ne soutiens pas le fait qu'il se retire de l'Assemblée nationale. C'est une erreur politique à mon point de vue. En ce qui concerne la Constitution, je pense que nous avons été, Alain et moi, aux concertations. Nous avons convenu des choses. Ces choses, je pense qu'elles nous lient. C'est une sorte de pacte que nous devons respecter les uns les autres. Sinon, alors, à quoi ça sert? Ceci étant, je pense que... Et parmi les choses que vous vous êtes convenus, il y a eu cette sorte enfin, je ne veux pas dire compromission, cette sorte de compromis. Gouvernement de cohésion nationale contre révision constitutionnelle. Non, archi faux. Archi faux. Archi faux. La première des recommandations de concertation, la toute première, dit qu'on ne doit pas toucher à la Constitution, particulièrement ces articles verrouillés, c'est-à-dire notamment le 220, particulièrement. Donc, on peut bien se passer de cette modification sans que cela change. De votre plateforme a même dit ceci, ça pourrait menacer la paix sociale et la cohésion nationale. C'est la menace d'un chaos. C'est étrange que le respect de la Constitution puisse entraîner un chaos. S'il en est ainsi, alors il faut revoir la Constitution. C'est que le consensus originel n'est plus de mise. Selon lui, cette Constitution a été... La Constitution... est issue de l'accord de paix de Sun City. Non, la Constitution est issue de l'accord originel de toutes les forces politiques du pays, y compris le peuple. C'est-à-dire l'élite politique, l'élite sociale, l'élite intellectuelle
et ce qu'on appelle généralement le peuple. Voilà, ça c'est le compromis. C'est le compromis de ces gens-là. Alors, puisque la vie politique est dynamique, De Gaulle disait que le changement est dans la nature des choses. Puisque la vie politique est dynamique, dans leur sagesse, et les constituants et le peuple ont prévu l'article 218. Il dit, en tout état de cause, eh bien, les personnes suivantes qui exercent des responsabilités au sein de l'État peuvent initier la révision. Oui, le peuple, qui est l'observateur le plus avisé, s'il constate quelque chose, qui sont 100 000, ça peut initier, c'est-à-dire déclencher le mécanisme de réflexion et de décision. Vous l'avez déjà dit. Et dans votre cas, vous considérez qu'il s'agit là d'un risque qui menacerait le compromis politique obtenu à Sun City. Mais c'est clair, vous le sentez même très bien déjà. Si dans notre communauté, et les uns les autres peuvent l'observer, nous sommes là, l'opposition dit on ne doit pas toucher à la Constitution. Certains membres éminents de la majorité disent on ne doit pas s'aventurer sur cette voie-là. Si aujourd'hui vous entrez au gouvernement, vous tiendrez le même discours. Mais le discours, madame, n'est pas lié. Ça sera toujours un oui si catégorique, un non si catégorique, pardon, à la révision. Je pense que pour les uns et les autres, si nous allons au gouvernement, c'est pour servir le pays, pour assurer la paix dans le pays, pour assurer la tranquillité. Et je pense que la première personne à avoir prêté serment pour assurer la paix dans le pays et la cohésion nationale, c'est le chef de l'État. Qu'en sera-t-il de votre position sur cette révision, justement? Notre position, c'est que nous avons convenu avec les uns et les autres une fois au gouvernement, aux concertations nationales. C'est ça qui nous lie. C'est ça qui nous lie, les concertations nationales. C'est ça qui nous lie. Nous sommes en train de concertation librement, pour certains même à l'encontre du point de vue de leur parti politique, parce qu'on s'est dit, nous faisons un pas important pour servir notre pays, aller dans le sens des intérêts du pays. Dès lors que ceux avec qui vous avez été en concertation changent d'avis et que vous disent que non, la politique est dynamique, je pense que ce n'est pas correct, ce n'est pas honnête, ni vis-à-vis des interlocuteurs, ni vis-à-vis de la population. Je m'explique. Nous avons voulu la paix. On s'est dit, on va en concertation, on va gérer ensemble cette partie, aller aux élections, organiser des élections paisibles, apaisées, comme on dit, démocratiques et transparentes, pour qu'au lendemain des élections, qu'on ait la paix qu'on continue. Madame, s'il vous plaît. Et que le mot n'est pas de moi, mais du président de la République, pour dire, nous voulons un Congo émergent en 2030. Très bien. Y arriver, ce n'est pas par claquement des doigts, ce n'est pas des actions concrètes. Par conséquent, si au lendemain des élections, on se retrouve encore avec des chars de combat dans les rues, avec des militaires à gauche, à droite, si le président de la CENI est obligé de proclamer les résultats dans un char de combat, on aura gagné quoi? On sera avancé où? C'est ça la déstabilisation. Et nous ne voulons pas ça. Et c'est pour ça que nous avons été en concertation, pour que ça ne se reproduise plus jamais dans notre pays. Quoi qu'il en soit, les élections ont un préalable incontournable, le recensement de la population, qui prendra du temps et qui risque de reporter la présidentielle de 2016. Alors, cette question, est-ce que un report du calendrier électoral est moins grave qu'une révision de la Constitution? D'abord, le recensement dont vous parlez. Nous ne sommes pas en 1830 ou en 1850, nous sommes en 2014. C'est-à-dire que la technique aussi a évolué. C'est un problème de volonté politique. S'il y a volonté politique, nous pouvons faire le recensement en moins de temps que ça. Nous avons aujourd'hui beaucoup d'armes, de matériel à notre disposition, moderne, ultra-moderne. Il n'est pas nécessaire de mettre 2 ans ou 3 ans pour faire le recensement de ce pays, s'il y a la volonté politique. C'est ça qui manque surtout. Moi, j'invite les amis, les uns les autres, nos compatriotes, il faut de la volonté politique pour servir ce pays. Prendre toute cette intelligence, la mettre au service du pays, au service de la construction et non au service du mal. Alors, ce recensement de la population permettra d'avoir un fichier électoral fiable, des listes électorales fiables. Ça vaut peut-être le coup d'ajourner la présidentielle. À l'issue des élections de 2011, parce qu'il est clair que le recensement prendra beaucoup de temps. Ont estimé qu'ils n'ont pas été satisfaits. Le vainqueur dit j'avais plus. Le vaincu, j'avais moins.
Donc la question du corps électoral était au centre du débat et de la fiabilité du processus. Tout à fait. Alors, il faut savoir ce qu'on veut. Si vous sentez la fièvre monter, il faut aller consulter un médecin. Ou vous préférez, je dis, bon, je peux tenir 1 ou 2 jours, vous risquez une crise. Je pense que la question de la population électorale est essentielle. Il y a des aspects techniques incompressibles. Personne, la CEI, ce n'est pas une institution politique, c'est une institution autonome, technique, qui a ses contraintes, qui nous dit, si vous voulez, eh bien, ça prend autant de temps. Si vous voulez, même si on est dans les temps modernes où il y a une certaine accélération de l'histoire. Mais il y a des débits d'Internet lents, il y a des débits d'Internet à haut débit. Il y a même des endroits dans ce pays où il n'y a pas voilà, d'Internet. où il n'y a pas d'Internet. Donc c'est pour dire que alors, ce qu'il dit, c'est même que... Un rapport de combien de temps pour avoir des listes électorales fiables? La question sera, on répondra à cela par les techniciens. Je ne suis pas technicien. Tout ce que je peux dire, c'est ceci. Aujourd'hui, il est possible de faire ce recensement en moins de temps, beaucoup moins de temps, parce que les moyens techniques le permettent. Quand vous dites moins d'1 an. C'est juste moins d'1 an. Les moyens techniques le permettent. Ça, c'est un. Ensuite, les élections en elles-mêmes. C'est encore une fois un problème de volonté politique. Je veux dire, il n'est pas nécessaire d'aller commander le bulletin de vote à 20 000 km d'ici. À l'hôtel de monnaie, on peut imprimer les bulletins de vote là-bas. Ça, c'est un. Les urnes, nous avons une société qui travaille dans le plastique, Plastica et autres, qui sont là, ils peuvent fabriquer des urnes. On ne doit pas le commander à 10 000 km d'ici. Je dis que c'est un problème de volonté politique. Si on veut, on peut faire et le recensement et faire les élections. Ce n'est pas un problème s'il y a la volonté politique, parce que c'est ça qui nous fait défaut. Alors, on va revenir à ce référendum par lequel il va falloir sans doute passer pour toucher donc à la Constitution. Est-ce qu'il ne serait pas suicidaire pour la majorité d'organiser un référendum? Parce qu'on a vu que vous avez de plus en plus de peine à gagner des élections. La présidentielle de 2011 a été difficile et très contestée. L'élection des gouverneurs de la province orientale et du Bas-Congo, vous les avez perdues. Et un référendum, c'est pas gagné d'avance. Ce ne serait pas suicidaire? Ce n'est pas perdu d'avance. Ce n'est pas perdu d'avance. Quand on tire les leçons du passé. Le référendum, comme une élection, c'est toujours un moment d'épreuve, n'est-ce pas? Et un moment de vérité. Si vous pensez que nous ne sommes pas en mesure de gagner, bon, le référendum va le prouver. Quand on regarde ce qui vient de se passer... Parce que ce qui se passe, notre objectif, notre stratégie ne vise pas à combattre les idées des autres sur le référendum. Nous visons à persuader la population sur la pertinence de notre initiative quant à ce, notamment par les actions que nous faisons sur le terrain. Nous ne pouvons pas suspendre la réalisation des chantiers, des 5 chantiers ou de la révolution de la modernité parce que quelqu'un dit, vous savez, vous avez l'intention de. C'est parce que c'est sur ça qu'on va nous juger. Et le référendum, s'il s'impose, mais c'est tout à fait constitutionnel. C'est tout à fait constitutionnel. Alors, pourquoi faire un hold-up sur le pouvoir du peuple? Alors, vous parlez de ALDEAM, l'UDPS est allié, l'UNC allié, on parlait de coup de force, voilà pourquoi ils ont suspendu la participation de leurs délégués à la commission électorale, même si aux dernières nouvelles, juste avant de monter sur ce plateau, il semble que le rapporteur lui-même était à son poste hier et aujourd'hui. Mais coup de force par rapport à quoi? Il y a coup de force, ou comme on dit en droit, passage en force, lorsqu'on passe outre les dispositions existantes. Personne n'a passé outre les dispositions existantes. Personne. Alors, d'où vient cette idée de se retirer? C'est une idée intempestive et j'allais dire même téméraire. L'UNC, l'UDPS est allié. Je voudrais dire ceci. Ce sont vos copains qui jouent de la CENI. J'ai lu
la presse a publié... La décision a été prise, mais son application reste une autre affaire. La presse a publié certains extraits de propos tenus à Kingakati lors de la dernière réunion. J'étais particulièrement intéressé par celle du professeur Lumanou, qui dit ceci, au-delà de ce qu'il dit, au lieu de, comment dirais-je, de construire des kilomètres de route, je dis approximativement, vous faites des kilomètres de discours. Je dis, tout ce qu'on fait là, tout ce que la majorité fait pour le moment, c'est la distraction. Nous avons été aux concertations, nous avons convenu, nous avons établi un programme de recommandations qu'il faut appliquer. Concentrons-nous là-dessus. Parmi lesquels la mise en place d'un gouvernement de cohésion nationale, notamment, qui tarde à venir selon vous. Ça fait un an. Ça fait un an. Ça fait un an, mais... Et vous vous impatientez? Non. C'est pas que nous impatientons, maman. On a dit, il y a les recommandations. Combien de ces recommandations on peut évaluer? Il était avec moi. Combien de ces recommandations ont pu être mises en application? 2, 3, 4, peut-être, sur les 600 ou 700 recommandations. Pourquoi? Parce que c'est le gouvernement de cohésion nationale qui devrait justement se charger de cela. Ça, c'est un. Mais je vais dire simplement ceci. On distrait les gens. Pour quelle raison? Pour le moment, quelle est l'urgence pour ça? Il n'y a pas d'urgence pour les choses. On distrait les gens. On distrait la population avec ces histoires de révision de la Constitution. C'est la majorité qui a semé la confusion, qui a provoqué ce débat. Il n'est pas provenu de l'opposition. Ça a commencé par le professeur, par le secrétaire général du PPRD, et puis d'autres qui ont commencé des pétitions, des livres, des déclarations sur déclarations. C'est ça, on a semé la confusion de la communauté pour rien. Concentrons-nous sur ce que nous avons convenu de réaliser pour le bien de la population. Ce n'est pas là où on nous distrait. Pourquoi est-ce que ce débat sert à quoi? Nous sert à quoi ce débat sur la Constitution? Il nous sert à quoi? Ça nous avance à quoi? Ça nous avance nulle part. Ça nous avance à rien. C'est une diversion. La Constitution, c'est la loi fondamentale. Parce que le suspense, il est total. Joseph Kabila n'a encore rien dit. Mais alors pourquoi voulez-vous le forcer? Je ne vois pas. Non, la majorité le problème provient de là. Un professeur d'université, fut-il secrétaire général de PPRD, l'article 22 ne lui est pas interdit. Et en plus, par ses fonctions, il doit écrire ce qu'il pense pour communiquer à ses étudiants et à l'opinion. Il dit, eh bien, si nous continuons comme ça, eh bien, nous allons aboutir à l'inanition de la nation. C'est-à-dire que la démocratie n'aura plus de sens. Il a dit. Quelqu'un d'autre pense le contraire. On ne peut pas le condamner. Il a dit également que la démocratie telle qu'appliquée dans les pays en développé, oui, mais c'est son point de vue. C'est son point de vue. À être appliqué vous savez, dans les pays en développement ou les pays pauvres. Alors, on va du professeur Beauchamp n'a pas plus d'autorité d'application aujourd'hui que le point de vue des évêques. Les évêques ont donné leur point de vue, le professeur a donné son point de vue. S'il y a un débat qui prend le chemin du processus des décisions, c'est-à-dire qui arrive au bureau de l'Assemblée, alors en ce moment-là, on dira, tiens, ça devient intéressant. Que va dire, que va penser le peuple? Il est déjà sur la table de l'Assemblée sous forme d'un projet. Projet de loi de l'article. On parle pas de 220. On parle pas de 220. C'est ça que j'ai dit. J'ai dit l'article 197 de l'article 197. Corneille a dit que toute opposition est contre. Il y a des gens qui disent. L'article 197. Oui, alors, 220, il y a également ce duel. Il y a également ce duel à l'Assemblée nationale sur le projet de loi électorale et un projet de loi électorale contre une proposition de loi. Bon, je crois que ça, c'est un problème technique de l'Assemblée. Technique. Oui, parce que l'Assemblée doit résoudre ce problème en fonction de son règlement d'ordre intérieur. Est-ce que il faut d'abord traiter la proposition ou le projet? C'est le bureau de l'Assemblée qui est l'autorité de validation. La proposition y est depuis plus d'une année, semble-t-il. J'en conviens. Mais l'autorité de décision et de validation est là. Il faut que l'autorité de validation nous dise, dans le cas d'espèce, voilà ce qu'il faut faire. Désormais, il paraît que c'est juste un arbitrage. Madame, il faut vraiment que parce qu'on a fini. Toute cette intelligence soit mise au service du bien. Pas ça. Pas ce qu'il est en train de faire pour le moment. C'est pas ça. D'abord, je veux dire que vous lui reprochez quoi?
Je viens. Les évêques ont parlé, Bochaf a parlé. À cette différence près, que lorsque les évêques ont parlé, on a pris tous les moyens de l'État, les radios, la télévision et tout ce que vous voulez pour massacrer les évêques parce qu'ils ont parlé, en utilisant les moyens de l'État. Ça, c'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas élégant. Bien. Ensuite, il s'est posé un problème au Parlement, vous avez remarqué, au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a ce qui a été discuté au bureau, à la réunion du président, la conférence du président, et ce qui s'est passé en plénière. Vous avez vu qu'il y avait des problèmes parce qu'on nous a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on a convenu à la conférence du président, par rapport à ce qu'on fait ici, il y a problème. C'est pour ça qu'il y a eu cette agitation. Bien sûr, vous avez la majorité, bien sûr, vous aurez toujours la majorité. Bien sûr que le pays est désorganisé, bien sûr, vous allez toujours au référendum, vous pouvez publier les résultats que vous voulez publier. Mais c'est pas ça. C'est notre pays, on n'a que celui-là, on n'en a pas un autre. Alors je j'invite les uns les autres à plus de responsabilités. Nous n'avons que ce pays, nous n'avons pas un autre. Il ne faut pas essayer de mettre le feu au pays pour rien. Puisqu'il n'y a pas de consensus dans le pays pour aller vers ce qu'ils veulent faire, alors temporisons. Peut-être qu'on tentera plus tard, mais ne continuons pas si nous voyons que nous savons qu'elle va conduire le pays dans le feu ou tout ce que vous voulez. Non, évitons ça. Chez vous, vous avez cette manie de menacer, de provoquer un soulèvement. On menace populaire. jamais. On menace, moi je ne menace pas. Nous sommes des pacifiques. Nous sommes des pacifiques. Non, pas de soulèvement populaire. Non, il faut vraiment éviter cela. Mais quand vous êtes responsable, on a parlé de secrétaire général Bochaf. Mais quand vous êtes homme politique, vous êtes un responsable, vous devez contrôler vos propos. Vous ne pouvez pas dire n'importe quoi parce que non, c'est un point de vue personnel. Il n'y a plus de point de vue personnel. Je ne pense pas que Geoffrey Kabila a un point de vue personnel à donner encore aujourd'hui. Quand il s'exprime, où qu'il soit, on dit le président de la RDC a dit ceci. C'est comme ça, c'est pas autrement. Il n'y a plus de point de vue personnel quand vous assumez des responsabilités à ce niveau-là. Tout ce que vous dites peut être interprété, peut causer des problèmes, peut causer des troubles, peut causer tout ça. Donc, maîtrisez-vous, c'est tout. Par rapport aux évêques, justement, est-ce que, M. Atundou, un clergé, un État faible n'induit pas un clergé fort? Non. Non. Le problème, c'est que nous devons tous avoir le souci de la cohésion nationale. Et l'appel des évêques et la mobilisation des encadreurs, des chrétiens, risquent au contraire de nous amener dans le chaos. Parce que je suis catholique, je n'épouse pas nécessairement le point de vue de Bochaf qui est catholique, je n'épouse pas nécessairement le point de vue de Caméré qui est catholique, non. Le principe qui nous réunit au sein de l'Église catholique et des églises autres ailleurs, c'est le principe de la foi. Pour nous les catholiques, c'est la croyance en un Dieu unique et en l'avènement du royaume de Dieu. C'est l'engagement sur terre de faire la charité. C'est la mission prophétique de l'Église, à savoir qu'en toutes circonstances, l'amour de Dieu va triompher et le plan de salut va se réaliser sur l'homme. J'ai envie de dire amen, mais cette séparation de l'Église et de l'État, elle est très nette dans quasiment toutes les démocraties. Mais chez nous, le fait est que les évêques prennent souvent des positions politiques justement parce que ça va mal. La situation, les rapports entre l'Église et l'État a connu un premier règlement au traité de Westphalie, où il y a eu une double tolérance. L'État s'est engagé à ne pas gêner l'Église dans sa mission et de faire de chercher le salut des âmes à la place de l'Église, et l'Église s'est engagée à ne pas prendre le pouvoir temporel et l'exercer à la place de l'État. Merci beaucoup. Bon. Nous sommes dans un État laïque. Voilà, nous sommes dans un État laïque, mais l'origine de là. Parce que l'origine vient de là. Et beaucoup on les avait laissé faire à la conférence nationale souveraine. Voilà beaucoup des droits que nous avons maintenant. Beaucoup des droits que nous avons maintenant, ce sont des conquêtes républicaines, notamment la liberté de pensée et de religion. Il n'en était pas toujours ainsi. On n'a plus le temps qu'on est. Madame. Le président de la CI, de la CENI, s'appelle l'abbé Malmalou. Apollinaire Malmalou. Apollinaire Malmalou. Prêtre de son État. De son État. Avant celui-là, c'était Moïse Mulunda, pasteur de son État, n'est-ce pas? Et avant, c'était encore l'abbé Malmalou. Pour quelle raison? Malmalou a été proposé par le pouvoir en place.
par la société civile. On va poursuivre cette discussion. La semaine prochaine, on n'a plus de temps. Vous le savez. Merci beaucoup, Corneille Moulouma de l'UDPS, de l'opposition républicaine. André Alain Toundou, Liongo de la CDA et de l'AMP. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.